Merci de nous rejoindre pour décryptage sur New One Info. Le Royaume-Uni a annoncé mardi la suspension de la majorité de ses aides financières au Rwanda afin de protester contre le soutien des troupes rwandaises à l'avancée du mouvement M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette annonce intervient alors que le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé donc à Kinshasa pour enquêter sur la situation actuelle. Didier Assogba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. À Londres, hausse le ton face à Kigali, accusé d'attiser la guerre qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Quel impact peut avoir cette décision sur la situation actuelle dans le pays? L'impact, c'est peut-être d'amoindrir les ardeurs de Kigali et de donner un peu du boom, on va dire, de remonter le moral de Kinshasa, de l'autre côté des Congolais, de se dire, qu'ils vont se dire, enfin les Congolais, qu'une fois notre cause commence par être entendue. Il était temps qu'une voix s'élève. Oui, d'autant que Londres, c'est pas petit. Londres, beaucoup de décisions, beaucoup de choses, beaucoup d'élan diplomatique viennent de Londres. Et quand Londres adopte une telle position, ce n'est pas petite affaire. Donc, à partir de ce moment-là, on va se dire, il y a une prise de conscience qui commence par venir d'un point de vue, enfin, sur le plan international, sur notre affaire là. Et Kigali va se dire, ok, si j'ai Londres contre moi également, ça veut dire que je commence par avoir des alliés les plus importants contre moi. Il vaut mieux peut-être revenir en de meilleurs sentiments et arrêter peut-être de soutenir les rebelles qui vont continuer à déstabiliser un pays voisin, un pays frère. Donc je crois que cette sortie de Londres n'est pas à prendre à la légère, c'est quelque chose d'assez remarquable à souligner dans cette crise-là qui est en cours actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Londres a pris une décision salutaire selon des Congolais, mais les regards restent toujours tournés vers l'Union européenne, notamment Bruxelles, pour prendre des décisions contre Kagame. Oui, je crois que des gens, vous savez, en matière de diplomatie, des gens ont souvent besoin des émules, des gens ont besoin des exemples à suivre, parce que sur un certain nombre de dossiers, comme le dossier rwandais par exemple, la communauté internationale a semblé pendant de nombreuses années comme marcher sur des œufs, et donc les gens se veulent prudents sur telle décision à prendre. Mais quand on s'était montré pendant des années comme complice de Kigali, ou des fois comme spectateurs, et on laissait Kigali faire, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Congolais qui perdent leur vie, beaucoup de conséquences à l'est de la RDC. Il fallait qu'à un moment donné, on dise stop, et qu'on dise stop à Kigali de continuer à monter des rebelles et à soutenir des rebelles. Et on sait que le Rwanda a souvent essayé de jouer sur son histoire de génocide et essayer de manipuler les quelques Tutsi rwandais, enfin pas rwandais, mais la communauté dont une partie fait partie, donc si vous permettez cette tautologie-là, de la RDC. La RDC n'a jamais voulu cela. C'est les Européens, c'est ceux qui ont divisé l'Afrique, qui ont divisé les communautés comme ça. Et de part et d'autre des frontières, on voit les mêmes peuples qui parlent les mêmes langues et tout ça, mais qui appartiennent à des pays différents. Donc on ne peut pas continuer à manipuler une communauté. Même si on a la communauté majoritaire chez nous, on ne peut pas continuer à manipuler une communauté qui est dans un autre pays, continuer à déstabiliser le pays au nom de on veut les protéger, on veut leur sécurité, on veut leur bien-être, mais le mal et les résultats que cette histoire de ce soutien du Rwanda aux rebelles dans l'est de la RDC a causé depuis des années, c'est que cette partie-là se développe moins, contrairement à Kigali et aux autres villes du Rwanda, qui n'ont pas autant de ressources que ceux qu'on prétend défendre à l'est de la RDC, qui continuent de s'appauvrir, alors que le Rwanda, lui, continue de se développer. Et c'est le paradoxe. Il faut continuer par sanctionner Kigali s'il le faut. Et moi j'attends sur ce coup-là, après Londres, des sorties. Tu as parlé notamment de Bruxelles, pas Bruxelles en tant que capitale de la Belgique, mais
Bruxelles en tant que l'Europe, mais on attend également d'autres sorties des États-Unis pour notamment que ceux qui arment le Rwanda, ceux qui arment les rebelles du M23 et d'autres groupes armés de l'alliance du fleuve Congo qui mettent à mal la sécurité de la RDC, arrêtent d'armer les rebelles, arrêtent de financer Kigali pour que justement ces gens-là, lorsqu'ils n'auraient pas de ressources financières, lorsqu'ils n'auront plus des armes pour mettre à mal la sécurité du pays, de la RDC, je crois que ces mouvements-là vont se dégonfler d'eux-mêmes. Les suspensions annoncées par Londres concernent plusieurs domaines, comme l'aide financière bilatérale directe au gouvernement rwandais, les formations militaires ou encore les activités de promotion commerciale avec le Rwanda. Seuls les programmes destinés aux plus pauvres et aux vulnérables seront sauvegardés. Mais quels sont les enjeux pour Kigali? Est-ce que Paul Kagame risque de perdre gros avec cette décision? Mais oui, on a cité un certain nombre de domaines, les formations militaires, un certain nombre de choses. Donc si on dit aujourd'hui que des militaires rwandais sont si compétents et qu'ils vont même soutenir des rebelles pour mettre en mal d'autres militaires d'autres pays, c'est clair parce qu'ils ont bénéficié de la formation, de l'instruction des pays occidentaux. Ils ont bénéficié des soutiens pour s'armer. Parce que l'arme ne se fabrique pas à Kigali ni dans d'autres villes de Rwanda. Donc ils ont eu des soutiens en armement des autres pays aujourd'hui. Donc si des sanctions comme ça continuent et que le Rwanda ne peut plus s'armer aujourd'hui sur le plan international, ça veut dire qu'ils n'auront plus de puissance. Ils n'auront plus de puissance jusqu'à revendre à des rebelles pour aller mettre en difficulté un pays. Donc des sanctions comme ça aujourd'hui, ils ont d'ailleurs commencé par réagir. Kigali a commencé d'ailleurs par réagir, à regretter cette décision-là, parce qu'ils savent quel poids représente aujourd'hui une sanction, une suspension de l'aide qu'apporte le Royaume-Uni d'abord au budget, au fonctionnement d'un certain nombre de projets au niveau de Kigali pour que Kigali se sente aujourd'hui mieux. Et les 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont également réunis à Bruxelles cette semaine. Et la première, en tout cas, une série de sanctions ont commencé par être annoncées. Et les premières conclusions, en tout cas, une suspension porte sur la suspension du dialogue politique en matière de sécurité et de défense avec Rwanda. Est-ce que c'est une décision forte dans ce contexte? Oui, c'est une décision, toute décision qui va dans le sens de faire pression reculer sur Kigali. Voilà. Oui, de faire reculer Kigali. Donc toute décision aujourd'hui qui constitue une pression supplémentaire, d'où qu'elle vienne aujourd'hui, qui permettra à Kigali, à Paul Kagame de se dire, si un autre État me fait ça, je n'allais jamais accepter, de comprendre, de revenir à la raison et de comprendre justement ce qu'il est en train de faire là. Si un autre pays lui fait, il ne va jamais l'accepter, il ne va jamais supporter. Il faut justement que des décisions aillent dans ce sens. Je ne dis pas qu'on arme un autre pays contre Kigali aujourd'hui, mais il faut justement que Paul Kagame revienne à la raison, comprenne justement que ce qu'il est en train de faire là, c'est très dangereux. Il se sent aujourd'hui tout puissant, tout ce qu'il est, il reste au pouvoir, il détruit tous ceux qui peuvent lui faire, le menacer un peu. Il peut soutenir une rébellion, il ne pouvait pas envoyer des services secrets aller empoisonner des opposants dans d'autres pays, même très 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 loin de son territoire. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive d'abord pas à soutenir une simple opposition en interne. Mais vous voyez, c'est celui-là qui va armer des gens contre leur propre pays. Il faut quand même qu'on le ramène à la raison par des sanctions sur des sanctions et même des fois commencer par leur imposer des sanctions et leur interdisant des déplacements dans d'autres pays si même on peut activer. Je n'ai jamais été pour la CPI, mais si on peut activer des menaces dans ce sens-là pour justement leur faire entendre raison, il va falloir qu'on y arrive là, parce que la crise là au niveau de l'Est de la RDC, il faut que cette crise là prenne. Justement, parlant de la CPI, le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé à Kinshasa pour enquêter sur la situation actuelle. Y a-t-il espoir que cela aboutisse à de telles sanctions dont vous parlez?
Oui, oui, des sanctions, mais des poursuites, surtout si le procureur de la CPI vient, il aura des éléments probants, des éléments palpables. Il va pouvoir poursuivre un certain nombre de belligérants, d'acteurs qui ont délibérément pris les armes et ont décidé de tuer des Congolais. Voilà, de tuer des Congolais. La crise même, on voit mal qu'est-ce qui justifie la crise, mais on dit qu'ils veulent l'Alliance du Feu au Congo, dont est issu le M23, disent pour protéger les communautés de l'Est de la RDC. On voit le problème réel qui est là-bas. Mais pendant que vous continuez à tuer allègrement des gens, vous tuez des militaires impunément et tout ça, il faut justement qu'on puisse poursuivre un certain nombre d'acteurs, notamment notre ami Nanga. Voilà, on comprend mal ces revendications, mais s'il va prendre des armes pour tuer des Congolais, il faut justement que le procureur de la CPI aille jusqu'à des poursuites justement pour des gens qui ont versé du sang congolais impunément. Ça ne doit pas rester impuni, il faut justement qu'on les poursuive pour les punir. Et le M23 continue d'avancer sur le territoire congolais après la prise de Goma. Est-ce que le M23 peut aller jusqu'à installer un pouvoir local pour asseoir son autorité? Non, mais vous savez, aujourd'hui, le M23 seul ma foi, n'a pas de puissance, n'a pas de, c'est de petits bandits, c'est les Koulouna, comme eux-mêmes les appellent là-bas, c'est des Koulouna, c'est des petits braqueurs ici, ils tuent des gens impunément on a vu même pour des téléphones et tout ça. Le mal aujourd'hui et le reproche qu'on peut faire au pouvoir congolais, c'est de n'avoir pas su construire une armée aussi puissante et aussi importante sur ces dernières années. Sachant justement que depuis le début, là, le Rwanda continue de créer cette crise à l'est de la RDC, toujours pour déstabiliser un président qui vient un peu et qui se dit oui, je ne veux pas collaborer avec le Rwanda, je ne veux pas jouer au jeu avec le Rwanda. Tout pouvoir, tout gouvernement qui vient et qui n'est pas dans cette logique-là est menacé, on active cette crise-là. Et ma foi, le président Félix Tshisekedi aurait dû comprendre depuis le début, dès son arrivée au pouvoir. On sait que la refondation, la construction d'une armée, ça ne peut pas se faire sur 5 ans, mais s'il avait, dès son arrivée, commencé à armer, à muscler l'armée, voilà, moi c'est le terme qu'il faut justifier, il faut dire, s'il avait commencé à muscler l'armée congolaise dès son arrivée au pouvoir, aujourd'hui peut-être, il aura du répondant devant les bandits du M23 et ce qu'on appelle les forces de défense du Rwanda, qui ont même eu la facilité d'entrer sur le territoire congolais. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas su construire une armée au niveau l'armée existe, mais elle n'est pas musclée, elle n'est pas puissante, elle n'est pas si forte au point où, même des fois, il manque de matériel, manque de munitions, voilà. Si vous manquez tout militaire, vous êtes appelé pour manier les armes. Si vous n'avez pas les armes, ou vous avez les armes, vous n'avez pas de munitions. Vous faites comment finalement devant l'ennemi qui, lui, a les armes modernes, qui a les munitions à suffisance? Vous allez faire comment? Vous ne pouvez que détaler. Et c'est le problème qui est arrivé au niveau de l'Est de la RDC. Mais on ne va pas jeter tout de discrédit sur les hommes et femmes qui composent l'armée congolaise, qui essaient de faire de leur mieux. Il faut également le rappeler, peut-être, la RDC, ça fait de nombreuses fois certains pays. Donc, si vous avez un pays si vaste et que vous n'avez pas autant de moyens pour pouvoir construire une armée qui doit pouvoir le sécuriser, des fois c'est dommageable et on voit justement les conséquences que cela provoque aujourd'hui. L'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Delassène composent donc la médiation redynamisée pour tenter de résoudre le problème dans l'est du Congo. Quel regard portez-vous sur cette équipe? Est-ce que cette médiation va tenir? Cette médiation a intérêt à aboutir. Et pendant que la médiation est en cours,
Paul Kagame, c'est apparemment un autiste qui n'entend personne et qui ne veut céder sur rien. Lui seul a ce qu'il a dans la tête, il veut faire. C'est un peu un président un peu autiste qui écoute moins les gens, et il a ce qu'il veut faire dans sa tête et dans son cœur. Il n'écoute que son cœur et sa tête. Mais il faut justement qu'on continue au-delà des dialogues, des initiatives de Luanda et d'autres qui sont en cours. Il faut justement que cette médiation-là puisse peser et aboutir. On a dans cette équipe de la médiation deux anciens chefs d'État, un ancien aussi président de l'Union africaine, oui. Une équipe bien expérimentée qui pourra donc faire entendre raison. Oui, faire entendre raison, mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que Kagame, c'est que la fin de la guerre aujourd'hui à l'est de la RDC signifie aujourd'hui la fin de l'exploitation d'un certain nombre de ressources également. Donc va jouer sur la montre, il va dire ok d'accord, il va jouer sur la montre le temps que ces éléments et les éléments du M23 puissent leur permettre d'amasser encore suffisamment autant de ressources minières de la RDC. Le temps il en aura un peu, en réserve, en stock pour demain commencer à revendre. Il va peut-être accepter que la médiation aboutisse. Donc, il ne faut pas faire confiance à quelqu'un comme Paul Kagame, les négociations et tout, mais ma foi, je pense que si on doit arrêter de parler de ce problème à l'est de la RDC, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, la responsabilité reviendra aux Congolais, qui qu'ils soient, mais qui auront demain le levier de la gestion du pouvoir. C'est à eux de savoir que la solution passe par une armée plus musclée, une armée qui a les moyens, une armée qui dispose du matériel suffisamment robuste pour pouvoir contrôler les zones. On en voit aujourd'hui, peut-être les gens vont dire c'est pas le même schéma, c'est pas le même contexte, mais on voit aujourd'hui que au niveau du Mali, du Burkina Faso aujourd'hui, dès lors que l'armée s'est dotée d'un certain nombre de matériel de surveillance du pays, d'un certain nombre de zones critiques de ces pays-là, on voit moins un certain nombre de problèmes et de crises. Si la RDC peut s'inscrire dans ce schéma-là, c'est-à-dire acquérir suffisamment de matériel qui permettent aux militaires de faire leur travail, c'est ce qu'ils demandent. Donc, Paul Kagame aura demain du mal à envoyer facilement ses troupes sur le territoire congolais au point de tuer des Congolais et voilà, de chasser des militaires comme des femmelettes, comme on dirait dans l'armée, et pour que tout le monde essaye d'attaquer ces militaires-là et de les prendre en risée. Et donc je dis, la solution, les dialogues, les négociations, les médiations, d'accord, mais que la RDC muscle son armée aussi, c'est également une partie de la solution. Merci Didier Assogba, merci d'avoir accepté notre invitation pour Décryptage. Merci à vous également de nous avoir suivis sur New Info.